Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Culturium. Dans Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, le narrateur, aviateur tombant en panne de moteur dans le désert, se trouve nez à nez avec un drôle de petit bonhomme qui le réveilla en lui demandant de dessiner un mouton. Tout le monde connaît cette œuvre puisque c'est la plus traduite au monde hors ouvrage religieux et le manuscrit est depuis quelques jours exposé à Paris au musée des arts décoratifs pour la première fois depuis toujours puisque bien que français, de Saint-Exupéry était en exil à New York lorsqu'il l'écrivit et le manuscrit, propriété de la Morgan Library and Museum, n'a jamais quitté les États-Unis pour être exposé chez nous depuis son écriture en 1942. Mais, ce petit aparté fait, je ne vais pas vous demander de me dessiner un mouton, non, non, mais de me dessiner un œuf. Comment feriez-vous? Vous prendriez un crayon ou un stylo, une jolie feuille de papier, et tenteriez à main levée de réaliser une forme que l'on pourrait décrire comme ovoïde. Ou alors, peut-être, connaissez-vous la façon de le faire avec une règle et un compas, si vous êtes un matheux. Il n'est cependant pas aisé de bien dessiner pour tout à chacun, et je peux moi-même en témoigner car j'ai fait mon tout premier dessin au crayon graphite en noir et blanc, que vous pourrez trouver ici dans cette vidéo qui va s'afficher en haut à droite. Alors nous verrons dans un premier temps que l'on a, l'été dernier, découvert comment définir mathématiquement toutes les formes de l'œuf, et dans un second temps, pourquoi cette découverte est importante. Alors disons d'entrée que si vous aviez tenté de dessiner un œuf, vous auriez à coup sûr tenté de le faire en deux dimensions, mais pour être précis, nous devrions nous placer en trois dimensions. Les œufs d'oiseaux, dont on estime qu'il y a un peu plus de 10 000 espèces, ont pour beaucoup des formes différentes, mais qui se ressemblent et qui peuvent être définies, selon Darren Griffin, professeur de génétique à l'Université du Kent au Royaume-Uni, et à l'origine de la découverte, comme dérivant de quatre formes qui sont, exprimées en trois dimensions, la sphère, l'ellipsoïde, l'ovoïde et la piriforme. Cette classification ayant été définie par Wolfgang Makatch dans les années 50 et 60. Alors bien entendu, il n'y a pas que les oiseaux qui pondent des œufs, mais toutes les notions qui vont suivre découlent de l'observation des œufs aviaires. Alors on commence par la sphère, au centre d'un repère en trois dimensions, de rayon R, et dont la formule est x2 plus y2 plus z2 égale r2. Bon, ça c'est assez connu. L'ellipsoïde, quant à elle, au centre d'un repère en trois dimensions et de longueur de demi-axe A, B et C, a pour formule x2 sur A2 plus y2 sur B2 plus z2 sur C2 égale 1. Vous remarquerez que si les demi-axes ont une longueur identique, donc que A égale B égale C, alors on a pour une équation un peu plus simplifiée, x2 sur A2 plus y2 sur A2 plus z2 sur A2 égale 1, et donc, de proche en proche, on trouve x2 plus y2 plus z2 égale à 2, ce qui est exactement l'équation d'une sphère de rayon A, et ce qui se conçoit facilement quand on le dessine dans l'espace. La formule mathématique de l'ovoïde, elle est plus complexe, et on va simplifier un peu. Déjà, remarquons que ovoïde est l'adjectif qui vient du nom commun œuf. Donc on voit bien que c'est cette forme qui, dans la nature, et dans notre imaginaire collectif, est celle qui définit le mieux l'œuf. Ainsi, pour s'en rapprocher, nous allons nous restreindre à ce que l'on appelle une surface de révolution, c'est-à-dire une courbe qui va définir en tournant autour d'un axe de révolution une forme en trois dimensions. Ainsi, dans le cas d'une ovoïde, la formule mathématique est la suivante, avec f qui est une fonction strictement positive, qui en fait influe sur l'arrondi au sommet en B. Et regardez, si on se place comme pour la sphère et l'ellipsoïde au centre d'un repère en trois dimensions, et en prenant comme hypothèse que A et B sont symétriques, alors on a comme coordonnées B égale moins A, qu'on va pouvoir remplacer dans la formule de notre ovoïde. Et si on prend en plus comme hypothèse un aplatissement fixe, donc la courbure en B, alors on a une équation où f vaut k au carré, avec k qui est un nombre. Donc on peut faire un développement, et si on simplifie encore un peu avec k égale 1, on va retrouver au bout du bout comme formule x2 plus y2 plus z2 égale à 2. Et là, que retrouve-t-on? Eh bien, la sphère de rayon A. Alors si on avait un peu moins simplifié, on aurait retrouvé l'ellipsoïde. Et donc, vous l'aurez compris, de l'équation de l'ovoïde, on peut retrouver les équations de la sphère et de l'ellipsoïde, et donc une grande partie des formes d'œufs. Enfin, la forme dite piriforme de certains œufs, comme ceux des guillemots. Et à quoi ressemble-t-il? Eh bien, à une poire qui serait très effilée au lieu d'être arrondie. Piriforme étant en fait l'adjectif dérivé du nom commun poire.
La formule mathématique d'une goutte quartique piriforme, qui ressemble à cela, est cette formule. Et là, ça devient bien plus complexe que ce que l'on a vu jusqu'à présent, et surtout, on ne peut pas retomber sur les autres formules par déduction. Mais cette formule de la piriforme ne ressemble pas non plus aux œufs de Guimau, comme on a vu, à cause de la courbure de la pointe. Le but était donc de pouvoir définir un mix entre l'ovoïde et la piriforme, et par-delà, pouvoir avoir une formule universelle qui fonctionne pour tous les œufs. Et c'est donc à cette tâche que se sont attelés Darren Griffin, en collaboration avec le Research Institute for Environment Treatment en Ukraine et la société ukrainienne VitaMarket Ltd. Ils sont alors partis sur 4 paramètres, alors que jusqu'à présent on a vu qu'on en avait 3 maximum dans les précédentes équations. Et ces paramètres sont la longueur de l'œuf, sa largeur maximale, le déplacement de son axe vertical et la largeur de la coquille, prise à une hauteur d'un quart de la longueur de l'œuf, c'est très précis. Ainsi, ils ont publié tout un article mathématique dans la revue Annals of the New York Academy of Science le 23 août 2021 pour expliquer leurs recherches. Et je vous mets la formule qu'ils ont trouvée sans vous l'expliquer, car d'une part ce serait long et ennuyeux, mais aussi car l'accès à la démonstration est payante. Alors là, vous vous dites, ok, d'une part, moi et les mathématiques, ça fait deux, et d'autre part, à quoi cela va-t-il me servir de savoir que l'on a trouvé la formule de la forme des œufs? Et c'est ce que nous allons voir dans cette deuxième partie. On va continuer à parler d'œufs, mais en fait j'aurais dû vous parler de la coquille, qui est la partie externe et visible, et qui permet de protéger l'embryon en développement à l'intérieur. Comme on l'a vu, il y a de très nombreuses formes pour les œufs suivant les espèces, et il y a plusieurs explications scientifiques possibles. Certains ont dit que cela pourrait provenir des contractions musculaires quand l'œuf quitte l'oviducte jusqu'à être expulsé, ce qui fait qu'il est plus effilé à une extrémité, celle qui est la première à se présenter à l'air libre, et cela serait la différence de la pression des contractions suivant les espèces qui agiraient sur la forme. Mais il est aussi évoqué ces derniers temps, les conditions de vie et l'environnement pour justifier de ces formes. Par exemple, pour les guillemots, dont on a déjà parlé, qui pondent au bord des corniches, la forme en toupie de l'œuf leur permettrait d'éviter de rouler et de tomber. Chez certains rapaces nocturnes, la forme plutôt sphérique de l'œuf, plus résistante, éviterait les casses accidentelles quand le rapace revient au nid dans des endroits trop obscurs, malgré leur vision nocturne. Et plus récemment, une étude de Mary Caswell Stoddard de l'université de Princeton a fait valoir que la forme serait liée aux capacités de vol. Ainsi, ceux qui volent le mieux ont tendance à pondre des œufs asymétriques ou elliptiques, ce qui serait lié à des changements morphologiques au niveau de la taille du corps ou de la cavité abdominale. Alors, cette équation mathématique va donc permettre d'affiner la compréhension de certains mécanismes de formation de l'œuf en fonction des espèces, mais aussi servir dans tout ce qui touche à l'avicole et la production industrielle des œufs. Mais il y a une chose sur laquelle on peut s'accorder, c'est que la notion de résistance est primordiale, et c'est cela qui va être très utile dans notre vie de tous les jours, et une remarque que bien entendu vous ne vous faites pas quand vous cassez des œufs. Et justement, vous avez sans doute tous entendu parler lors de vos cours au collège ou au lycée de cette résistance si particulière de l'œuf, quand on vous a dit qu'il était impossible de casser un œuf en le prenant dans la main dans le sens le plus long. Vous avez essayé, mais comme il faut le positionner d'une certaine façon, eh bien vous vous êtes retrouvé avec l'œuf cassé en main. Mais tout cela est véridique, et est le fait que les forces qui s'exercent à la pointe de l'œuf sont réparties le long de la coquille pour aller vers le bas du fait de la forme caractéristique de l'œuf. Un peu comme les voûtes que l'on peut voir dans les édifices comme les cathédrales, et dont on a dû vous expliquer que les forces au-dessus de la voûte redescendent au niveau des piliers qui la soutiennent. Et c'est grâce à cette manifestation physique de la transposition des forces qu'on peut supporter de très lourdes charges. Et l'avantage de l'œuf, c'est que sa surface est close, et donc les forces se répartissent et peuvent s'annuler, même si les formes ne sont pas toutes parfaites, et ce qui lui donne donc une si grande résistance. Et si on ajoute un élément dont on n'a pas encore parlé, à savoir la finesse de la coquille, vous comprendrez que le plus grand intérêt de cette découverte est que la forme ovoïde est celle qui est la plus adaptée à l'adéquation masse-résistance. C'est-à-dire qu'on va pouvoir définir par exemple en architecture moderne quelle est la masse minimale que devrait avoir une charpente pour supporter le plus de matériaux possible au-dessus d'elle, et donc minimiser les coûts de construction pour une efficacité identique à ce que l'on aurait fait avant pour plus lourd ou plus cher. Ainsi, on peut imaginer que dans de nombreux domaines d'ingénierie, le fait de pouvoir avoir une équation qui définit une forme résistante pour peu de matériaux utilisés va éviter de parfois avoir recours à des méthodes empiriques ou statistiques
pour trouver comment construire telle ou telle chose, et donc accélérer les processus et surtout adapter des formes à tel ou tel matériau, car la forme pour avoir une bonne résistance est une chose, mais le matériau composant la forme en elle-même en est une autre. J'ai voulu faire cette vidéo après avoir lu un article dans le magazine Science et Avenir, non pas pour qu'on le retienne tous, la formule mathématique de la forme de l'œuf, bien entendu, ou que vous deveniez des mathématiciens aguerris, mais pour voir que nous sommes loin d'avoir compris et expliqué de nombreux phénomènes que la nature, elle, utilise depuis fort longtemps. D'ailleurs, je vous invite à aller voir cette vidéo que j'ai faite sur l'immortalité, qui parle de science et de nature, et concevoir que les sciences sont primordiales pour notre existence. Toute découverte a eu le même cheminement. Une observation, une analyse et une tentative de décrire le phénomène par une formule pour montrer une reproductibilité dans telle ou telle condition. On estime que c'est Homo erectus, il y a environ 450 000 ans, qui a domestiqué le feu, car il a vu que telle cause produisait tel effet, mais sans aller plus loin. Et on peut citer Newton, qui aurait découvert la théorie de la gravitation après avoir observé des pommes tomber dans son jardin et plein d'autres découvertes. Et les mathématiques, elles, sont là pour mettre des fondations sur ces observations et théories, en partant de postulats, en créant des théorèmes, et faire que l'on pourra réutiliser ces formules tout le temps si celles-ci ont été validées et démontrées. Alors à l'heure où la France a été classée en 2019 dans les dernières places des pays de l'Union européenne et de l'OCDE en mathématiques et en sciences pour les élèves de 4e, d'après l'étude internationale TIMSS, et pire pour ceux de CM1, sans vouloir analyser les causes de cette baisse d'année en année, il faut que certains aient conscience que tout ce qui nous entoure est science, qu'elle soit fondamentale ou appliquée, et que sans elle, pas de GPS, pas de téléphone portable, pas de YouTube, et vous n'auriez jamais pu regarder cette vidéo. Je vous remercie de votre écoute, n'hésitez pas à partager et liker la vidéo si vous l'avez appréciée, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et une nouvelle vidéo sur la chaîne Culturium.